sommes ici pour parler de la chanson de Craon. Le titre vous a peut-être un peu surpris, Naissance, avec entre parenthèses un S. Alors, naissance au singulier ou au pluriel? Eh bien, vraisemblablement au pluriel, puisque cette chanson de Craon, elle présente la particularité d'être née plusieurs fois. Et si vous vous demandez une date de naissance de ces vies successives et parallèles, eh bien, je pourrais vous donner 1915, 1934, 1961, 1980, 2012 peut-être, mais en aucun cas, je ne vous donnerai 1917. Nous allons en reparler. Je voudrais peut-être pour qu'on se la remette tous en oreille. Alors, j'ai 10 minutes de moins, donc je vais quand même supprimer un certain nombre de documents. C'est dommage. Donc, il faut taper sur chanson Craon. Vous voyez, c'est la. Vous descendez. Voilà. Vous ouvrez. Et donc, vous pourriez lui passer des croquants. Alors, ça, c'est le 32e enregistrement de la chanson depuis 1952, date du premier enregistrement. Il date de septembre 2015, vous ne le connaissez peut-être pas, moi je l'ai découvert par un ami qui est dans qui est rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Francophone. Ce sont les Croquants, c'est un duo, donc ils sont des repriseurs de chansons depuis 1999, donc ils reprennent des équipes et qui vont chanter donc, alors j'espère, la chanson de Craon, puisque ça peut se faire ou pas? Écoutez. Bon, écoutez, je crois qu'on va abandonner. En bas, sur la bande bleue. Bon, là, il fallait installer sans doute quelque chose. On va arrêter. Le haut-parleur en bas à droite sur la bande bleue. Bon. Non, mais donc, tout ça pour vous dire que donc, en 2015 et encore en 2016, d'ailleurs, il y a un nouvel enregistrement qui a été effectué. Merci. Excusez-moi, moi, vous n'êtes pas responsable de tout ça. Donc, j'espère que vous l'avez tous en tête, cette chanson. En fait, la chanson que vous connaissez, vraisemblablement, sauf si vous avez lu les articles, les derniers articles ou le livre que j'ai sorti en 2014, la chanson Craon, Enquête sur une chanson mythique, ou si vous l'avez entendu dans quelques émissions. La chanson que vous connaissez, c'est une chanson qui a 3 couplets, qui a 2 refrains. Et dans le refrain, donc, on chante « C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme, c'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. » Alors cette version, qui a été d'ailleurs enregistrée par 30 ou 31 donc, des interprètes sur les 32 dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien en fait elle date de 1934. 1934, la langue n'a pas fourché. Donc c'est en effet dans le numéro d'une revue des intellectuels communistes qui s'appelle Commune, Paul Vaillant-Couturier, donc dirigeant du Parti communiste, rédacteur aussi en chef de l'Humanité, à certaines périodes de sa vie, jusqu'en 1937, date de sa mort, publie donc le texte que vous connaissez à une variante près dans le texte de Vaillant-Couturier, et ça n'a pas été repris d'ailleurs par aucun des interprètes depuis 1952. On redouble, si ça continue, les Troufions vont tous se mettre en grève. Les Troufions vont tous se mettre en grève, bis, indique Paul Vaillant-Couturier. Mais Paul Vaillant-Couturier, dans un texte de présentation, en fait, qui s'appelle Chansons interdites
les chansons interdites parce qu'en fait, ces chansons, dont la chanson de Craon, devaient être chantées à la salle de la Mutualité le 12 juillet 1934 pour les 20 ans du début de la guerre, le 14. Il y avait une interdiction que on est le 34, après le 6 février, après pour les événements que vous connaissez le début de l'année. Le préfet de police donc a interdit la réunion à la Mutualité et finalement la réunion s'est tenue dans une salle des syndicats, donc bon. Et elle a eu lieu, mais il y a quand même eu une interdiction, mais pas seulement de la chanson de Craon, de toutes les chansons du programme qui se présentaient d'ailleurs comme un festival de la chanson antimilitariste. Le texte de présentation de Vaillant Couturier, donc sous ce titre, Chansons interdites, eh bien on trouve cette phrase, la chanson de Craon, qui a de nombreuses variantes, chanson de Lorette, de Verdun, point de suspension, fin de la parenthèse. La chanson de Craon, donc, exprime cette sorte de bolchevisme des tranchées, entre guillemets, qui ne demandait qu'à être orienté pour devenir irrésistible. En clair, si on continue le texte, c'est une chanson à laquelle il reproche de ne pas être assez révolutionnaire, en particulier au regard d'une autre qu'il cite et qu'il juge beaucoup plus révolutionnaire, qui s'appelle Odessa Vals, une chanson anonyme, il y a Odessa Vals, une chanson anonyme qui a été composée donc à la suite des fameuses mutineries de la mer Noire de 1919. Autre événement fondateur donc, de la lutte contre la guerre bourgeoise et l'armée de classe donc, pour le Parti communiste. Donc ce qui est intéressant, c'est que Vaillant Couturier indique bien qu'il y a plusieurs variantes. Il cite donc Lorette, la chanson de Lorette, la chanson de Verdun, et ce qui veut dire donc que plusieurs versions de la chanson ont circulé avec les mêmes paroles, à ceci près que la localisation du fameux plateau où on doit laisser sa peau change. Et on comprend très bien, à partir de là, Lorette, bon, le village de Lorette, c'est en Artois, donc c'est la bataille d'Artois, fin 14, mais surtout 1915, avec la grande bataille de septembre 1915. Chanson de Verdun, bon, Verdun, ça commence, chacun sait, le 21 février 1916, ça dure toute l'année 1916. Et puis, les points de suspension, bah, ça peut être la Champagne, en tout cas. Ce qui est important, c'est que l'Artois, c'est 1915, Verdun, c'est 1916. Crâne, car quand on parle du village, et pas de la chanson, il faut dire crâne. Comme on dit langue, il y a ce qu'on appelle une syérèse au niveau phonétique, et pas une diérèse, comme dans Raoul l'étape. C'est la seule exception d'un mot avec AO qui ne se prononce pas de façon globale, si vous voulez. On dit Raoul l'étape, oui. Et sinon, on dit cran en mayenne, et crâne dans l'air, et là aussi. Et donc, le choix des dames du crâne, c'est 1917, le Francilien, 16 avril 1917, à partir de 10h. Ce qui veut donc dire que la chanson préexiste avant 1917, puisqu'on l'a chantée pour Lorette et on l'a chantée pour Verdun. Et ce qui veut dire qu'elle est antérieure aux mutineries. Ces versions, en tout cas. Le problème, pour l'instant, est-ce que c'était la totalité de la chanson que nous connaissons qui était chantée déjà avant le chemin des dames et Crâne. Alors, quand apparaît-elle, cette chanson? Alors là, en l'état actuel des recherches, comme on dit, vous savez, bon, je travaille sur le sujet par épisode depuis une vingtaine d'années, on va dire, assez activement ces dernières années, notamment pour la préparation du livre, et je continue depuis. J'en suis actuellement à une trentaine de versions contemporaines de la guerre. Donc, la plus ancienne,
Donc, quand je dis contemporaine de la guerre, c'est de 15 à 19. La plus ancienne est datée de septembre 1915. On la trouve sur une feuille volante à l'intérieur d'un cahier de chansons qui a été tenu par un certain Louis Rousseau, qui était un soldat originaire de la Nièvre. Et son cahier, après la dispersion de ses papiers, de ses biens même, qui n'intéressaient pas les héritiers, s'est retrouvé un jour sur la braderie de Lille et a été acheté donc par un collectionneur musicien qui me l'a communiqué. Donc septembre 1915, c'est une chanson de Lorette, pas de problème, évidemment. Et autre, donc septembre 1915, voilà, avec le problème que l'écriture de la folklore n'est pas la même écriture que celle du cahier de chansons. Donc, bon. Or, dans le cahier de chansons, il y a Louis Rousseau a copié une chanson de Crabbe, qu'il appelle Sur le plateau, avec une date donc, qui est août 1917. Et il a vraisemblablement eu connaissance qu'il y avait une autre version qui avait circulé et qui était antérieure, puisque datée de septembre 1915. Une autre version, alors celle qui a été fondamentale dans la recherche et dans les conclusions auxquelles je suis arrivé, je l'ai trouvée dans les archives du contrôle postal, on l'appelle la censure militaire, évidemment, au service historique de la Défense, donc dans les cartons du contrôle postal. Et là, alors là, ça a été une véritable illumination, puisque on trouve dans le même carton 3 versions, d'ailleurs, manuscrites différentes, la plus ancienne étant datée du 17 février 1917. 17 février 1917. Alors c'est en plus très intéressant parce que ce n'est pas seulement le texte de la chanson manuscrite qui a été saisi ou intercepté par la censure, mais la lettre qui a accompagné cette version. Et là, on a ce que pense le soldat de cette chanson, qui dit que c'est une chanson nouvelle, mais que c'est aussi, et surtout, elle lui plaît car elle est réelle. Alors, je l'ai écrit avec une orthographe approximative. Il est sans doute originaire de Normandie. Je n'ai pas encore retrouvé sa trace, mais je ne désespère pas avant la fin de 2018, puisque vous savez que toutes les fiches matricules de France, de Navarre, seront mises en ligne, normalement, pour 2018. C'est un grand projet qui est initié par Serge Arsénie, donc à l'époque où il était au cabinet du ministre. Et donc, cela Normandie, instruction assez limitée. Et alors, on a une version, comme la première version, et comme les autres, d'ailleurs, toutes les versions contemporaines dont je vous parle, non pas avec 3 couplets, mais avec 4 couplets. Alors, et en particulier, donc, le 4e couplet de ces versions, c'est le couplet que vous connaissez sous le label 3e couplet actuellement, dans la version de Paul Vaillant-Couturier, enfin, en tout cas publié par Paul Vaillant-Couturier, reprise par les différents interprètes. La fameuse version, c'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Bon, sauf que ce n'est pas toujours les gros qui font leur foire, bien souvent, et le plus souvent, ce sont les cossus, tous ces cossus qui font leur foire, ou tous ces cossards, c'est-à-dire tous les feignants. Et on est riche, on est feignant parce qu'on est riche et qu'on n'a pas besoin finalement de travailler. Et qu'on est en plus embusqué. Et puis, une différence très importante avec la version que vous connaissez, au refrain, il y a aussi 2 refrains. Le dernier refrain, c'est si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau, exactement ce que vous connaissez. Il est question de la grève des confiants dans le dernier couplet, mais dans le premier refrain, qui est repris donc 3 fois, il y a un deuxième ou troisième ou quatrième couplet, eh bien, il est chanté adieu l'amour, adieu toutes les femmes, et attention, et là je fais un petit test, vous voyez, je vous fais écouter, mais alors il y a une différence, laquelle?
je ne sais pas, quelques-uns très attentifs, nos musiciens peut-être, connaissant le truc, disent c'est pas fini, c'est pour toujours de cette guerre-là. Au lieu de c'est bien fini, et ça change tout. De dire c'est bien fini, ça veut dire on ne veut plus entendre parler de la guerre, alors que c'est pas fini, c'est pour toujours, ça veut dire que cette guerre n'en finit pas, elle est interminable, on n'en verra jamais la fin. Et peut-être on va laisser la fin, car nous sommes les sacrifiés. Et ça, toutes les versions donc présentent ce refrain différent et ce second couplet donc, qui a disparu dans la version. Alors que dit-il ce second couplet? Pourquoi est-ce que Vaillant Couturier, qui visiblement connaît l'histoire de la chanson, je pourrais rentrer dans les détails, on en reparlera peut-être si on a un peu de temps, je vous le dis. Vous pouvez l'écouter aussi en utilisant le flashcode qui est sur le livre, hein, puisqu'il y a deux versions, alors pas enregistrées en 1917 évidemment, mais enregistrées donc par des ethnomusicologues qui faisaient de la collecte de chansons populaires dans les campagnes de France, et vous avez donc quelqu'un qui chante ces deux anciens combattants qui, dans les années 70, donc, ont été interviewés. Ils chantent l'un en Normandie, l'autre dans le Limousin. Et là, on chante même 5 couplets et pas 4. Enfin, pour cette histoire. Alors, on aurait pu l'entendre, je vais vous le dire. Deuxième couplet, donc, nous voilà partis avec sac au dos, on peut dire adieu au repos, car pour nous, la vie est dure, c'est terrible, je vous l'assure. À l'oreille là-haut, on va nous descendre sans même pouvoir se défendre. Chose intéressante, apparaît donc une deuxième localisation dans ce second couplet, une autre localisation, qui peut être une seconde localisation. Car dans la version du soldat Jules Duchesne, donc, qui se fait intercepter sa lettre à sa femme, avec la copie de la chanson en février 1917 dont je vous parlais, au refrain, c'était « C'est en Champagne qu'on doit laisser sa peau ». C'est en Champagne qu'on doit laisser sa peau. Dans d'autres versions, on va trouver c'est en Argonne. Et dans la même chanson, vous voyez, c'est son deuxième couplet que j'ai transcrit là, il parle de Lorette. C'est-à-dire que dans la même chanson, les deux localisations ne sont pas forcément identiques dans ces versions contemporaines de la guerre. Et alors, on va nous défendre sans même pouvoir se défendre, on va nous descendre sans même pouvoir se défendre, car si nous avons de très bons canons, les Boches répondent à leur son, forcés de se terrer là dans la tranchée, attendant l'obus qui viendra nous tuer. Et là, il y a donc une chose fondamentale qui est inacceptable pour le Paul Vaillant-Couturier de 1934, internationaliste prolétarien, qui lutte contre non seulement la guerre infâme, mais l'armée de la bourgeoisie, c'est évidemment l'allusion à l'ennemi. Les Boches répondent au son de nos canons. Et en gommant, donc en supprimant le second couplet, la dimension nationale disparaît au profit de la seule lutte de classe, les Puritains, ceux qui n'ont rien, qui sont dans les tranchées à se faire tuer, pendant qu'à l'arrière, les gros sont embusqués et sont finalement des profiteurs des mercantiles. Donc, vous voyez une analyse très simple de la classe, de la société française, deux classes antagonistes, c'est la vulgate marxiste, on va dire, de base, hein. Alors que si vous introduisez le deuxième couplet, évidemment, on se retrouve dans une guerre nationale, français contre allemand. Alors que, bien sûr, comme chacun sait depuis le manifeste du Parti communiste, prolétaires français, prolétaires allemands n'ont que des intérêts communs face à leur bourgeoisie nationale. Alors là, c'est donc quelque chose d'important. Et ça, on trouve ce deuxième couplet dans toutes les versions. Celle que l'on va trouver alors, dans les cahiers de chansons,
J'ai quelques exemples à vous montrer. Alors, il y a deux types de vieilles chansons, ceux qui sont datés. Et, quand on copie, le soldat copie une chanson nouvelle à son répertoire, une chanson qui lui plaît, il met la date. Alors, ça a abusé beaucoup de gens, parce que souvent, il met fin et il signe. Alors, ils se sont dit, voilà, c'est lui qui a écrit la chanson de Crabbe. Allez, moi, je connais. Alors, des revendications, il en est arrivé à l'Amérique de Crabbe, un certain nombre. Il en est arrivé après, alors, cette émission-là de l'INA, que je ne voulais pas faire ajouter au film, puisque ils n'ont pas une relation particulière, donc j'ai pu avoir cette séquence. Lorsqu'en 1963, la télévision française, une seule chaîne, diffuse à 20h30 la chanson de Crabbe dans une émission qui s'appelle Le Point des Curieux, eh bien, c'est la chanson de Vaillant Couturier, et évidemment, il y a plein de gens, parce qu'il y a un appel qui est lancé par le producteur-présentateur, il y a plein de gens qui vont revendiquer. Alors vous avez des lettres qui arrivent, je ne les ai pas regardées dans toute la France, tous les journaux de province. J'ai retrouvé, moi, dans le journal L'Union, qui est imprimé à Reims, qui est diffusé donc, dans l'Aisne et dans la Marne, principalement, une revendication, quelqu'un de Reims qui dit « c'est mon père qui a écrit la chanson de Crabbe », parce qu'il avait sans doute, alors j'ai pris contact avec la famille il y a quelques années, malheureusement tous ces gens ont disparu, c'est très compliqué évidemment ce genre de recherche, mais qui avait dû signer, comme d'autres, et puis il y a des cahiers qui ne sont pas signés, la chanson, ils ne sont pas datés, alors là évidemment c'est un peu plus difficile à utiliser pour l'historien, il faut dater par rapport aux chansons qui sont avant, aux chansons qui sont après, etc. C'est tout un travail historique, de base. Oui. L'émission de télé, c'est l'émission qui a été diffusée le 8 mars 1963. Le titre, Le Point des Curieux. Mais c'est une émission, alors, et qui chante, c'est quelqu'un qui a disparu il y a quelques années seulement, c'est Ginette Garcin, qui va après faire une autre carrière, et qui est chanteuse au départ, et qui chante la chanson de Crabbe en la féminisant. Je pouvais l'écouter aussi, mais on va pas mieux le faire quand même. Donc vous voyez qu'en fait, Paul Vaillant-Couturier, en 1934, il édite cette chanson avec une intention particulière, c'est-à-dire qu'il la met au service, en fait, du combat antimilitariste que mène à l'époque fort activement le Parti communiste français. Il faut savoir qu'à cette époque-là, depuis 1919-20 jusqu'à 1935, jusqu'à la veille du Front populaire, le Parti communiste et ses organisations, notamment l'association républicaine des anciens combattants, la première association d'anciens combattants qui a été créée dès 1917 par Henri Barbusse, Vaillant-Couturier, Raymond Lefebvre, qui est mort en 1901, et Georges Bruyère, eh bien ces organisations, elles commémorent le 11 novembre comme la fin de la boucherie, et surtout pas à l'Arc de Triomphe. Toujours en banlieue, toujours dans un quartier de Paris différent, car il ne faut pas se mélanger, si vous voulez, avec les généraux galonnés qui ont survécu au massacre à la boucherie du Monde, qui a été la guerre 14. C'est pas du tout la même guerre qui est commémorée, il y a donc une mémoire particulière, et c'est en fait cette chanson de Crabbe publiée en 1934 qui est mise au service de cette mémoire combattante d'extrême gauche, disons. Alors ça va expliquer donc, que les premiers enregistrements, je vous parlais du premier enregistrement, pas avant 1952, c'est un compagnon de route du Parti communiste, quelqu'un qui est décédé aussi maintenant, qui va terminer à France Inter comme animateur des balles du samedi soir, qui s'appelle Éric Amado, ça vous dit peut-être quelque chose. Il est décédé il y a quand même quelques années, mais il était très actif, si on écoutait France Inter évidemment, et qui l'enregistre donc dès 1952. Alors c'est un disque, deux titres, et l'autre titre, Shoot Gun en mille, c'est Odessa Vals. C'est-à-dire Odessa Vals, la chanson du butin de la mer Noire,
Ce qui laisse penser que, évidemment, la chanson de Craval, c'est la chanson des lutins du chant des dames. Donc ça, c'est cette idée qu'on insinue, puisque ce sont deux moments importants, alors que le Parti communiste n'existe pas, pas plus en 17 qu'en 19, parce qu'il apparaît au Congrès de Tours en décembre 1920, mais ce sont deux événements qui jalonnent évidemment la préhistoire, on va dire, du Parti communiste et en fait du mouvement internationaliste affilié à la Troisième Internationale. Alors on va voir cette chanson, par exemple reprise par des tas de chants de la mouvance, si vous voulez, en particulier, je cite longuement, parce que c'est Jacques Prévert qui a créé le groupe Octobre, qui fait de l'agite-prop, comme on dit, d'intervention. Eh bien, il crée, début 1933, un petit spectacle qui n'a pas été joué depuis longtemps, ça serait peut-être la peine de le jouer dans le cadre du Cornell, qui s'appelle La bataille de Fontenoy. Il n'y a pas de question, enfin très peu de questions de la bataille de Fontenoy, c'était allusion à un discours d'Édouard Henriot, Édouard Herriot, pardon, donc la négociation pour le désarmement. Et en fait, c'est une pochade, et on chante la chanson de Craval dans à plusieurs reprises, dans des extraits en tout cas, dans cette piécette d'intervention de Prévert. Donc avant. Donc ça c'est même avant que Vaillant Couturier ne l'édite et ne la fixe d'une certaine façon. Parce que le problème, c'est que, comme Prévert, alors, quand c'était joué, moi j'ai pas assisté malheureusement, enfin peut-être heureusement, parce que je suis peut-être plus là, aux pièces, aux présentations en 33-34, il ne chantait pas la totalité de la chanson. D'ailleurs, c'est une version un petit peu arrangée, un peu poétisée même par Prévert. Mais on a aussi des, alors ça je voulais vous montrer aussi, des feuilles de propagande antimilitariste du Parti communiste qui montrent, alors qui s'appellent chants de soldats et de marins par exemple. Vous avez des chants violemment antimilitaristes, notamment qui s'appelle les Fayot, qui est très dur contre les officiers, hein, c'est l'époque où dans l'humanité vous avez une rubrique qui s'appelle les gueules de vache. Les gueules de vache, ce sont les officiers qui en font baver, donc les casernes, lors de manœuvres, et ils sont nommés. Il y a un concours de la plus belle gueule de vache, si vous voulez, qui est lancé à un moment. Donc ça, c'est un véritable antimilitarisme, et en fait, si on regarde bien la chanson de Craval, on ne trouve pas cette dimension antimilitariste contre les officiers. Au contraire, à la fin du deuxième couplet, vous avez « c'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer ». C'est pas « c'est des saloperies qui vient pour nous remplacer ». Non, c'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Bon, donc il n'y a pas du tout de cette dimension, mais qui va apparaître, évidemment, dans un contexte particulier, qui est celui que je viens de vous décrire, donc cette campagne antimilitariste du Parti communiste dans les années 20, début des années 30. Alors après, avec le Front populaire, tout ça, ça va changer, de même que le Parti communiste va adopter à nouveau, enfin, adopter vraiment la Marseillaise, hein, de ne pas la laisser donc à la droite et à l'extrême droite. Donc ça, c'est, vous voyez, une chanson à la populaire, c'est comme ça que vous avez Mouloudji qui va la chanter, Mouloudji qui était d'ailleurs dans le groupe Octobre, au départ, tout jeune gamin, ado, et qui l'enregistre à deux reprises d'ailleurs, une fois en 69 et une fois à l'historial de Péronne, juste avant de mourir d'ailleurs. Un enregistrement assez éloquent, parce avec la voix presque cassée, qui n'a plus grand-chose à voir avec Mouloudji, qu'on a connu, enfin, celui qu'on connaît plutôt. Et puis Marc Augeret, enfin, toute la mouvance d'extrême gauche. Le deuxième enregistrement historique, si vous voulez, en 62, c'est un groupe trotskiste qui s'appelle Les Camarades. Hein, vous pouvez l'écouter sur Internet, sur YouTube. Il est en ligne donc depuis une paire d'années. Alors ça, c'est donc, vous voyez, en 1934, il y a donc une chanson qui est la chanson de Craval, qu'on connaît, aujourd'hui, moi j'ai du mal à dire Craval, parce que comme je suis en partie originaire de Craval, en famille, bon, je fais toujours un jeu de théâtre. Mais sinon, on n'a pas le bon nombre de pieds, si on dit Craval, évidemment, hein, ça fait c'est un crâne sur le plateau, c'est très beau, c'est un crâne. Et c'est normal, ça ne marche pas bien le crâne, puisque ça a été fait pour l'oreille au départ. Donc la lorette, vous avez bien que c'est pas un pied. Alors le crâne, il faut briser la pierre et revenir à briser la séquence et revenir à une pierre.
Donc, 34, vous voyez, point de départ, et c'est une chanson qui va continuer. Alors, cette carrière, cette chanson dite antimilitariste, qui ne l'est pas, enfin, ou internationaliste, on va dire, révolutionnaire ou très-révolutionnaire, elle va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Il suffit de regarder sur Internet, nombre de sites d'extrême gauche revendiquent cette chanson, les anarchistes, etc. Et puis, ça va expliquer, par exemple, la polémique stupide qui a éclaté le 1er juillet à 2 pas d'ici, là, dans la Somme, au moment du centenaire olympique de la Somme, vous avez peut-être entendu parler, même si c'était le début des vacances, où donc, une chorale de la Somme pressentie pour chanter la chanson de Traum dans un cimetière se voit la veille, donc, par fax, intimer l'ordre de ne pas la chanter parce que finalement le timing est trop court, et comme par hasard, c'est la chanson de Traum qu'on ne chante pas. Mais parce que, alors après, le ministre, secrétaire d'État exactement, a fait amende honorable, et dit mais moi la chanson de Traum, elle ne me fait pas peur, etc. Donc j'ai dit les choses au point, mais n'empêche que, bon, il y a encore polémique, et je pourrais vous en citer plein, des exemples comme ça, qui n'ont pas forcément été mécanisés de la même façon. Là, il y a eu ce début de polémique, quand même, avec France 3 qui avait repris le papier du courrier Picard, etc. La Ligue des droits de l'homme qui a aussi une couche, bon, il y a eu tout un début de polémique. S'il y en a qui s'intéressent, vous me donnez vous-même, je vous prépare tout ça en détail. Donc ça c'est la première, une date d'une naissance d'une chanson. Alors il y en a une autre, très importante, je vous dis 61. 61 pourquoi? Alors là, 61, là encore une fois, le contexte. C'est 2 ans avant la date que je vous mets tout à l'heure, 63, premier passage de la chanson à la télévision. 61, qu'est-ce qui bon, c'est le contexte, c'est la fin de la guerre d'Algérie. Voilà. Qui se termine, comme vous le savez, en 62. Il se trouve aussi que bon, la guerre de 14, ça commence à s'éloigner, hein, même si on va fêter avec un certain faste le cinquantenaire en 1964. Il y a eu la deuxième, évidemment, et puis après il y a eu les guerres coloniales, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, bon, et la charge antimilitariste ou anti-guerre, si vous voulez, de la chanson de Traum, elle est bien moindre que celle d'une autre chanson qui est apparue en 1954, qui est Le Déserteur de Boris Vian. Non pas chanson antimilitariste, disait Boris Vian, mais chanson pro-civile. Donc là, incitation à ne pas rejoindre, si vous voulez, les troupes qui interviennent en Algérie ou en Indochine. Alors, c'est donc ce contexte. Et là, il y a une entreprise qui est en cours chez Gallimard, sous la direction de 2 personnes qui sont aujourd'hui décédées, France Verlica et Pierre Barbier, qui sont les co-directeurs d'une grande série qui s'appelle L'Histoire de France par les chansons, dont le 8e et dernier tome, sur la période la plus récente, sort justement en 61. Et il y a la chanson de Traum, qui est reprise, mais la chanson de Traum, modèle, si je puis dire, 1934, c'est-à-dire 3 couplets. Il n'y a pas eu un travail d'archives, s'il vous plaît, alors que dans les archives de l'armée, qui sont contrôle postal, le premier à avoir accès au contrôle postal, c'est le même que celui qui a accès, qui a eu accès récemment aux archives de l'attentat du Pic-Lamar, et à la correspondance de Mitterrand et Anne Pinjot, c'est Jean-Noël Jeannet, hein, et qui a fait un travail, un mémoire de maîtrise, on va dire un DES, en 67 sur le contrôle postal. C'est le premier à avoir accès, parce que évidemment, quand on a un père ministre, un grand-père qui était président du Sénat, à écouter les morceaux, etc., bon, ça aide. Toujours est-il que 61, c'est donc encore une version à 3 couplets pareil. Et ce qui va suivre, l'année d'après, 62, c'est un nouvel enregistrement, alors officiel, celui-ci pas un enregistrement militant, mais quand même édité par Le Chant du Monde, qui dépend à l'époque assez largement du Parti communiste, dans l'histoire de France pour les chansons, 3e République. Vous avez donc 5 titres, dont la chanson de Traum, alors par Éric Amado, celui-là même qui 10 ans plus tôt l'avait enregistré pour le Parti communiste.
Et sa famille confirme, il n'a jamais été membre du Parti communiste, mais il était très proche du Parti communiste. Donc, et là, à partir de là, la chanson, alors là, va devenir un élément du patrimoine. Elle devient patrimoniale et elle devient un document historique. Va arriver là-dessus, évidemment, le rôle des enseignants. J'ai tout un chapitre sur le rôle des enseignants dans la diffusion de la chanson. Puisque, alors, là, un petit peu, là, il y a plusieurs éléments qui se combinent. La nouvelle pédagogie de l'histoire, à partir des programmes de 69 au collège, on privilégie l'étude du document. À l'époque, il va y avoir des manuels, les plus anciens peut-être connus, constitués uniquement de documents. Il y a une page d'intro et après que des documents. Bon. Alors, il va y avoir crié, oui, vous imaginez, c'est trop, pas trop. Et donc, ce qui se passe au collège, ce qui fait que c'est au collège, dans un ouvrage paru chez Magnard en 1980, largement d'ailleurs influencé par une équipe d'enseignants de la Picardie. Oui, c'est de Bernard. Oui, c'est ça. Et qu'apparaît pour la première fois la chanson de Kraus, donc dans un ouvrage scolaire. Donc en 1980, après, vous allez avoir la réforme qui va glisser vers le lycée, et à partir de 82, donc, tous les ans, la chanson de Kraus est dans un certain nombre de manuels en usage dans les établissements, au lycée. Actuellement, dans vos ouvrages, si vous enseignez en première, sur les 8 manuels disponibles, 4 font place à la chanson de Kraus, avec un certain nombre d'erreurs de présentation, enfin ça c'est autre chose, et toujours en s'appuyant sur la version Vaillant-Couture. Voilà un peu, alors ça c'est le programme, la nouvelle pédagogie d'histoire. Les nouvelles générations de profs, il ne faut pas oublier que les enseignants des années, j'en sais quelque chose, donc quand on a 20 ans en 68, bon, ça peut marquer, on est la première génération pratiquement à ne pas avoir fait la guerre, et donc il y a quand même un certain nombre de militaristes dans l'air du temps, Cabu, le Larzac, j'en passe et des meilleurs, donc tout ce contexte finalement, les enseignants ont trouvé que cette chanson de Kraus est formidable. Et donc, on l'a passer, on l'a diffuser, la faire commenter, etc. Et puis, troisième élément, très important, c'est le renversement mémoriel qui va se produire à partir des années, la fin des années 80. C'est-à-dire que les combattants du 14-18 ne sont plus des héros, ne sont plus considérés comme des héros, mais sont considérés comme des victimes. Victimes d'une affreuse boucherie et parfois d'officiers uniques et cruels. Donc ça c'est pour les lectures les plus extrémistes et les moins nuancées, on va dire, de l'événement. Mais c'est vrai qu'il y a cette victimisation donc, qui a fait des ravages, qui continue d'en faire. Et par rapport à l'enseignement, c'est pas évident, on est tous confrontés, enfin, tous les enseignants ont été confrontés à cette lecture différente, d'où l'intérêt d'avoir la thématique en terminale, là maintenant, sur la mémoire. Donc ça, c'est, vous voyez, tout ça se combine, ce qui fait que la chanson de Kraus va connaître une apogée. On se pensait que plus de 32 enregistrements recensés, il y en a 20 depuis 1994. Et je parle des enregistrements, parce qu'il y a plein de gens qui la chantent, des chorales qui la chantent, etc. J'ai renoncé très vite à tenir la liste, si vous voulez, de toutes les apparitions, de toutes les occurrences de la chanson de Kraus, parce que là, ça Internet, genre, c'est impossible même avec Internet, et puis ça arrive partout. Elle est dans les pièces, elle est dans les... La bande-son, c'est beaucoup de tas de documentaires, que ce soit le dernier Apocalypse, elle est tout le temps là, une émission, vous avez un petit sujet à la télé ou à la radio sur la guerre de 14-18, bien souvent, la musique de la chanson de Kraus apparaît en sourdine. Enfin, c'est vraiment presque devenu la chanson emblématique de la guerre de 14. Alors, voilà où on en est, où est-ce que j'en suis En fait, on s'aperçoit quand même que là, il y a un paradoxe, c'est que
la chanson continue. Alors, il y a une nouvelle carrière patrimoniale qui est apparue, mais la précédente n'a pas disparu pour autant. La chanson de mémoire militante est toujours là. Ce qui a disparu, en revanche, évidemment, c'est la mémoire combattante, puisque les anciens combattants qui ont été enregistrés, là, dans les années 70, quand ils ont fini par mourir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des anciens combattants, par exemple Léonard Frachet dans le Limousin, qui continuent de chanter jusqu'à la fin de ses jours, non pas c'est à Craonne sur le plateau, mais c'est à Verdun, au Fort de Vaux. Puisqu'il y a plusieurs chansons de Verdun qui sont apparues dans les... Je vous parlais des 3 de février-mars 1917 dans le Lamias du Fonds de SHD. Les 2 autres, la première c'est celle du Chêne qui se situe en Champagne et à Lorette en même temps, et les 2 autres se situent clairement à Verdun. Cela en mars 1917. Et ce qui apparaît aussi, c'est que la chanson, évidemment, en parcourant cette vision historique hein, des apparitions successives de la chanson, on comprend très bien qu'elle n'a pas été faite en 2 temps. Parfois, on trouve encore, par exemple, quelqu'un qui est assez sérieux comme Éric Le Naour, qui a fait toute une série 1914, 1915, 1916, 17, il va s'en faire 18, je pense, bientôt. Dans 1917, il dit, alors je ne sais pourquoi, puisqu'on en a déjà parlé ensemble, il ressort cette histoire que le 3e couplet, enfin le 4e, il a été ajouté en 1917. Et en fait, non. Il est là, déjà, préexistant au mutinerie. Et alors, pour terminer, eh bien, pendant les mutineries, j'insiste bien là-dessus, tous les documents dont on dispose, du côté alors des officiers hein, qui font les rapports sur les mutineries, ne mentionnent jamais la chanson de Craonne comme chante des mutins, mais toujours l'international. Et l'international, évidemment, a une autre portée, hein, c'est le chant déjà des ouvriers en grève d'avant 14, et il y a ce fameux couplet où il est question, hein, où on dit « Nos balles seront pour nos propres généraux ». Ce que vous n'avez pas dans la chanson de Craonne, où on se contente de menacer. Si ça continue, les troufions vont se mettre en grève. Alors il est possible, en revanche, que dès 1917, on ait chanté « C'est bien fini, c'est pour toujours ». Et là, on a enfin une perspective, puisqu'il y a éventuellement la paix qui peut apparaître, et puis si les soldats font vraiment la grève, la guerre va se terminer. Et voilà, c'est une chanson qui est sans doute, vous l'aurez compris, c'est ce que j'essaie de vous montrer, plus pacifiste qu'antimilitariste, et qui est sans doute aussi, avant tout, fataliste. Nous sommes les sacrifiés. Merci.